Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des colognes, de leur origine et de leur historique? Bien sûr, c'est une question qui me touche, d'autant plus que, vous savez, je suis un féru de patrimoine et d'histoire. Donc, évidemment, avant de lancer mes propres colonnes parfumantes, j'ai été chercher un petit peu l'historique de la Cologne et de l'eau de Cologne. J'ai retrouvé trace, je dirais, de cette première notion d'eau de Cologne au XIVe siècle. C'était, je crois, en 1360, par des moines qui ont créé une eau qui s'appelle l'eau de Hongrie, tout simplement pour la reine de Hongrie qui était alors âgée de 70 ans, qui était malade et qui, selon la légende, aurait retrouvé la santé grâce à ce premier parfum alcoolisé à base de romarin. Et, et comme elle est devenue effectivement toute guillerette, toute pimpante grâce à l'eau de Hongrie, et bien ensuite l'histoire dit que le roi de Pologne l'aurait demandé en mariage. Ensuite, après cette première étape, on retrouve trace des eaux de Cologne au XVIIe siècle, auprès des religieuses du couvent de Santa Maria Novella à Florence, en Italie, qui préparent depuis assez longtemps une très belle, un très beau parfum, mais pas sûr qu'on l'appelle parfum parce que avait vraiment des vertus médicinales à l'époque, mais on l'appelait à l'époque l'Aqua Regina, et vraiment ses sœurs ont gardé précieusement le secret de cette composition. Mais cependant, à l'époque, un commerçant de Milan, du nom de Jean-Paul Féminis, eh bien, réussit à extorquer la recette à une des sœurs du couvent Santa Maria Novella. Et cette sœur, elle s'appelle Marie-Clémentine. Alors ça, c'est assez drôle parce que pour un parfum qui est basé essentiellement d'huile essentielle de notes hespéridées, s'appelait Marie-Clémentine, c'était vraiment très drôle. Et il réussit à récupérer la formule et il fabrique du coup cette eau qui, en plus de parfumer le corps, a bien sûr des vertus curatives et thérapeutiques. Et ensuite, il s'installe en Allemagne, à Cologne, en 1709, je crois. Et il est secondé par son neveu, le fameux Jean-Marie Farina, qui deviendra ensuite très connu puisqu'il fournira les colognes de Napoléon Ier. Mais lorsqu'il était en Allemagne, à Cologne, eh bien, tous les deux décidèrent alors d'appeler leur produit eau de Cologne, tout simplement, et elle sera vraiment vendue dans le monde entier. Et ensuite, je dirais, une étape très importante au niveau des colonnes, c'est les années 80, où la colonne va redevenir quelque chose, je dirais, d'assez attrayant, avec un retour non pas des autres colonnes, mais aussi de ce qu'on va appeler, et je vous l'expliquerai plus tard, ce qu'on appelle les colonnes parfumantes. Et là, on va avoir des colonnes qui ont été travaillées comme des parfums, avec la colonne de Thierry Mugler, on va avoir la Acco di Parma, on va avoir la colonne du parfumeur de Guerlain, et puis aussi toutes les collections exclusives de grandes maisons comme Dior ou comme Hermès qui vont lancer toute leur série de colognes haut de gamme comme Hermessence, etc. Donc je pense là vous avoir donné un bref résumé de l'historique de la Cologne. Bruno, est-ce que vous pouvez nous présenter le trio de Cologne Compagnie de Provence? Avec grand plaisir. Dès le départ, la Compagnie de Provence a opté vraiment pour un brief, pour un choix de parfum, Cologne bien sûr, donc très frais, mais signé. Et c'était vraiment ça le brief, avec un fil rouge qui serait l'eau. L'idée est très intéressante parce que l'eau, c'est évidemment quelque chose de très frais. Et il fallait que ça soit l'évocation d'une Provence à la fois authentique, historique, mais aussi très moderne, très contemporaine, très dans son temps. Donc cette notion d'eau a servi de fil rouge et vraiment devait se concrétiser dans l'écriture olfactive des trois parfums que nous avons créés ensemble. Ainsi sont sortis trois colognes. Tout d'abord, les eaux vives, que je vais vous présenter. Donc les eaux vives, c'est vraiment une vague de notes citrus. Alors quand on sent cette note, on sent tout de suite vraiment l'effet bergamote, pamplemousse. Et ce qui est très intéressant dans cette note, c'est que ces notes hespéridées sont sur un lit vraiment de notes très rafraîchissantes et de notes presque ozoniques,
marines qu'on a réussi à obtenir grâce à ce qu'on appelle des notes ozoniques ou des baies de genièvre. Et c'est vraiment une vague d'eau, et pour moi, quand je sens les eaux vives, j'ai vraiment l'impression comment dirais-je, l'esprit d'une calanque. Donc ça va vous parler, mais l'esprit d'une calanque, et puis aussi un petit peu des fruits d'eau, parce qu'on a dans le cœur de la note un cœur subtil à la fois de fleurs et de fruits. Voilà voilà pour les eaux vives. Ensuite, la deuxième Cologne que nous avons créée s'appelle Entre eau et terre. Et Entre eau et terre, c'est vraiment quelque chose là pour le coup très différent. C'est a été construite comme une colonne que le soleil a décidé de faire rougir. Pourquoi? Parce qu'on a au départ quelque chose de très citron, bergamote, donc toujours très colonne, très frais, avec une toute petite pointe de lavande. Et cet accord de tête est mis vraiment dans un écrin de notes très sensuelles, de notes ambrées, au reflet, je dirais au reflet ocre. On a par exemple de la cannelle, on a de l'encens, on a du cislabdanum, on a du benjoin, et toutes ces matières premières-là sont des matières premières très sensuelles, très posées, très confortables, très rondes, et elles entourent vraiment ces notes très fraîches du départ. Alors pour moi, l'évocation, et c'est très personnel, quand on la sent, eh bien l'évocation, c'est vraiment l'intérieur d'une Provence, vous savez, un soir d'été où le soleil a, je dirais, entre guillemets, cogné pendant toute la journée, et on a un petit peu de fraîcheur le soir, et on a cette sensualité, et vraiment l'originalité de ces notes, c'est ce duo de fraîcheur et de notes sensuelles. La troisième note s'appelle Ici l'eau est d'or. Et ici, l'eau d'or, c'est encore une autre histoire. C'est vraiment, elle a été créée avec l'idée d'une Provence dorée, une Provence vraiment dans les tons autour de jaune, autour de l'or, comme le mimosa. Vous savez, au mois de février, quand vous promenez dans la Provence autour du massif du Tanneron et que vous avez tous ces mimosas en fleurs, d'abord c'est un spectacle esthétique, mais c'est aussi un spectacle olfactif. Et on a vraiment travaillé sur l'idée de ce mimosa en cœur. Donc on a toujours en tête des notes très fraîches. Donc on va effectivement avoir un départ pamplemousse, citron, mandarine. Et ensuite on va avoir pour le cœur vraiment des notes assez mimosa avec une petite pointe de violette qui fait vraiment son originalité. Et donc en fond, vous allez avoir un fond boisé, musqué, qui va donner un côté ombre un peu à toute cette lumière. C'est vraiment un dégradé de jaune, et vraiment on a là pour le coup trois notes qui sont très complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction entre les eaux de Cologne et les colognes parfumantes? Oui, et je crois que ça, c'est peut-être le cœur, je dirais, c'est le cœur de mon intervention, parce que ça, c'est un élément extrêmement important, parce que quand on parle de Cologne, on a toujours l'impression que c'est des eaux de Cologne. Or, ce qu'on a créé avec la Compagnie de Provence, ce sont ce qu'on appelle des colognes parfumantes, et non pas des eaux de Cologne. Revenons un peu à l'historique. L'eau de Cologne, c'est vraiment 80 à 90% de notes hespéridées, donc de notes agrumes, pamplemousse, mandarine, citron. C'est 80 à 90% de notes de tête. Et ensuite, on a environ 10% de notes de fleurs, comme le néroli, comme la fleur d'oranger, en chœur pour soutenir, je dirais, ces notes de tête. Donc, ce sont des notes qui sont très fugaces, et donc elles vont assez peu rester sur peau. Et le deuxième élément, l'eau de Cologne, c'est un dosage de concentré dans l'alcool qui est environ, en moyenne, entre 4 et 6%. Donc forcément, vous avez beaucoup d'alcool, et donc l'alcool, c'est quelque chose qui s'évapore extrêmement vite. Donc une eau de Cologne, en conséquence, c'est pas une note qui va rester sur peau, c'est vraiment une note comme un splash qui va vous faire plaisir, que vous allez mettre comme ça le matin pour vous rafraîchir presque, mais qui va absolument pas rester. Ce qu'on a fait avec la Compagnie de Provence, c'est différent. On a créé un vrai parfum, c'est-à-dire qu'on a déjà créé une structure olfactive qui est comme un parfum, comme une eau de toilette, c'est-à-dire vous allez avoir
environ 30 à 40% de notes de tête et notes Hespéridées. Vous allez avoir 30 à 40% de notes de cœur, ça peut être des fleurs, ça peut être des épices, ça peut être des bois, et 30 à 40% de notes de fond qui vont être des notes beaucoup plus sensuelles. On a parlé de benjoin, on a parlé de cyste, donc des notes beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus rondes. Donc là, on a une vraie structure de parfum. Et on a un dosage de parfum dans l'alcool qui est de l'ordre de 10% en moyenne, comme une eau de toilette. Donc on est très loin des 3 à 4% de l'eau de Cologne. Donc c'est vraiment une différence fondamentale, mais on les appelle les colonnes parce que le départ est avant tout très frais. Alors Bruno, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire découvrir le trio de Cologne à nos clientes et clients et éventuellement nous dire s'il y a un rituel pour les parfumer? Alors, rituel, le mot est peut-être un petit peu fort, mais il y a quand même quelques principes qu'il faut quand même respecter si on veut bien faire découvrir le parfum. Il faut savoir avant toute chose que le parfum, c'est un art qui permet de créer émotion et sensorialité. Et le parfum, bien sûr, va s'adapter à la peau de chacun. Un parfum, ici l'eau et d'or, va peut-être être légèrement différent entre la peau d'une personne à ma gauche et la peau d'une autre personne à ma droite. Donc c'est très important de faire tester le parfum sur la peau des personnes qui ont envie de découvrir cette nouvelle gamme et ne pas hésiter bien sûr à leur donner voilà, des échantillons que la Compagnie de Provence a fait, et justement, ce sont des très beaux échantillons, et grâce à ça, vos clients et vos clientes pourront découvrir chez elles la fragrance et voir si vraiment elle évolue très bien sur la peau. Chaque parfum s'exprime, je dirais, en parlant de rituel, chaque parfum s'exprime en 3 temps, grâce à une musique, grâce à une mélodie qui s'unit avec la peau pour vraiment composer un sillage personnel. Et ces 3 temps sont les suivants. Il y a tout d'abord les notes de tête. Alors les notes de tête, ce sont avant tout des notes qui vont être présentes tout de suite, mais elles vont être légères et elles vont être bien sûr fugaces. Elles ne durent que quelques minutes sur peau, mais elles permettent tout de suite de s'approprier le parfum, de savoir si la porte d'entrée, on a envie de pousser la porte ou on a envie de la refermer. C'est ça les notes de tête. Ensuite, le deuxième temps, on a vraiment le cœur du parfum, ce sont les notes de cœur qui vont se développer au bout de 10 minutes sur peau et elles constituent vraiment l'âme du parfum. C'est vraiment ça que j'aime dans ce parfum, c'est grâce aux notes de cœur. Et enfin, on a les notes de fond et ces notes de fond sont les plus persistantes, les plus rémanentes, c'est celles qui vont rester bien sûr le plus longtemps sur la peau. Et elles vont se dévoiler uniquement au bout de peut-être de 20 minutes. Donc c'est important de faire découvrir un parfum dans le temps et de donner du temps à vos clients, à vos clientes pour qu'elles découvrent ce parfum et pas juste au bout de 5 secondes. Il faut laisser le temps au parfum de se révéler sur la peau. Il faut également dire à vos clients et clientes de tester éventuellement le parfum sur des zones qui sont un peu plus sensibles au parfum. Par exemple, un parfum, il va se révéler plus facilement à l'intérieur des poignets, dans le cou, ou alors à l'arrière des oreilles. Ça, c'est des petites astuces et c'est vrai que ce sont des zones où le parfum va vraiment se magnifier. Une autre idée tout simplement, c'est de dire, testez votre parfum sur un vêtement par exemple. Alors si possible, hein, des matières naturelles comme la laine, le cachemire, mais un parfum il peut se magnifier sur un revers de veste, un col de chemise, un ourlet de jupe. Ça c'est des petites astuces pour faire découvrir également le parfum. Enfin, dernière recommandation, c'est comment je peux garder mon parfum le plus longtemps possible chez moi sans qu'il s'altère. Tout simplement, les deux pires ennemis du parfum, c'est la lumière et c'est la chaleur. Donc n'hésitez pas à mettre votre parfum dans une petite armoire de cabinet de toilette, dans une salle de bain. Il sera à l'ombre. Dans une salle de bain, il ne fait pas très chaud. Voir si vraiment il fait très très chaud, vous faites comme moi. Prenez votre parfum, vous le mettez dans le frigidaire. Et là, vraiment, il va se conserver des mois et des mois. Et vous pouvez être sûr qu'il ne va pas être altéré. Et en plus, il sera frais comme le rosé de Provence.